stratégiques, les emplois qualifiés et même les centres d'influence, là où la richesse est réellement créée, au lieu de laisser Londres, Paris ou Toronto continuer à dicter le tempo depuis des tours de verre lointaines. Dans ce nouveau cadre, que signifie vraiment pour les Africains le pari assumé d'Ibrahim Traoré? Et jusqu'où ce choix apparemment technique peut-il redistribuer les cartes? La nouvelle loi paraît simple, mais elle ouvre un champ de risques et d'opportunités qui déterminera la trajectoire économique du Burkina Faso pour des années. Le premier enjeu est clair. Le pays veut récupérer le pouvoir de décision, un avantage stratégique devenu indispensable à toute économie qui cherche à garder chez elle la valeur qu'elle produit. Mais derrière cette ambition se cache une tension réelle. Transformer une règle administrative en moteur de développement exige de maîtriser plusieurs zones d'incertitude, de la capacité des entreprises à construire rapidement jusqu'à l'aptitude de l'État à absorber l'afflux d'activités administratives, logistiques et techniques qui accompagneront l'arrivée de nouveaux sièges. On peut le présenter ainsi. Si les bénéfices cessent de s'enfuir, est-ce que les structures locales pourront suivre la montée en charge? Car ce texte n'est pas seulement une mesure économique. C'est une promesse implicite, faire en sorte que les quartiers, les universités, les services urbains et les jeunes travailleurs ressentent concrètement l'impact d'une stratégie qui prétend ancrer les centres de décision dans le pays, même où la richesse est extraite. Toute la suite dépendra de cette cohérence entre ambition et capacité. La révélation tombe dès qu'on observe le premier effet concret de la loi. En exigeant qu'une entreprise dépassant 5 milliards de francs CFA installe son siège au Burkina Faso, l'État force enfin une coïncidence entre le lieu où la richesse naît et le lieu où les décisions sont prises. Et phénomène intéressant, plus on avance dans les détails, plus on comprend que cette mesure n'est pas un geste isolé, mais un maillon d'une chaîne conçue pour réorganiser le rapport de force économique voulu par Ibrahim Traoré. Mais pour comprendre l'ampleur de cette bascule, il faut repartir du schéma ancien. Pendant des décennies, les matières premières burkinabées, or notamment, créaient de la valeur sur le sol national, tandis que les profits, les sièges, les équipes de direction et la fiscalité migraient vers Londres, Paris, Toronto ou Dubaï. Cette distance n'était pas un hasard. Elle formait une architecture entière. Décisions ailleurs, bénéfices ailleurs, obligations locales réduites à des promesses lointaines. La loi actuelle s'inscrit comme une réaction directe à cette architecture. Elle impose une proximité nouvelle. Si une entreprise veut continuer à opérer, elle doit présenter un plan de construction en 6 mois, puis établir une présence structurelle sur le territoire. C'est là que la logique cause-effet s'éclaire. Lorsque le siège reste à l'étranger, les chaînes de décision ignorent les réalités locales. Lorsque le siège s'installe dans le pays, les services financiers, juridiques, administratifs et techniques y débarquent à leur tour. Cette présence déclenche une série de cascades. Emploi direct pour les architectes, ingénieurs et ouvriers. Emploi indirect pour les transporteurs, restaurateurs, fournisseurs de matériaux, montée en gamme des communes qui accueillent ces nouvelles activités, réorganisation des budgets urbains, amélioration progressive des infrastructures. Et ce n'est que la première boucle. Car en rapprochant les dirigeants des communautés, l'État fait disparaître l'écran qui séparait les responsabilités économiques des conséquences sociales. On ne négocie plus depuis une salle climatisée à des milliers de kilomètres. On répond à des acteurs qui vivent juste en bas de l'immeuble. Ainsi, le décor réel se dresse. Ce texte n'est pas qu'un cadre juridique. C'est le point d'entrée d'une transformation systémique. Pour mesurer les premiers effets concrets de cette réforme, rien ne vaut l'observation de ceux qui se retrouvent en première ligne, les acteurs urbains, les petites équipes techniques locales et les autorités communales qui voient soudain arriver des projets qu'ils n'avaient encore jamais pilotés à cette échelle. Lorsque les entreprises doivent présenter dans un délai de 6 mois leur plan de construction, ce sont ces intermédiaires qui deviennent les véritables éclaireurs de la nouvelle dynamique. Prenons un premier cas. Une société minière de taille intermédiaire opérant depuis longtemps dans l'ouest du pays. Jusqu'ici, ces décisions stratégiques étaient prises depuis un siège étranger, laissant son bureau local cantonné à l'exécution. Dès l'annonce de l'obligation d'implanter un siège national, son équipe burkinabé a dû étendre ses responsabilités. Cartographie des terrains constructibles, recrutement d'ingénieurs locaux, négociations accélérées avec les services communaux pour anticiper l'arrivée du chantier,
Rien qu'à ce stade, plusieurs dizaines d'emplois temporaires sont créés, avant même que le premier mur soit posé. Deuxième cas, un opérateur télécom rentable, longtemps habitué à fonctionner depuis un siège externe. L'obligation de s'ancrer physiquement à Ouagadougou l'a contraint à réévaluer ses besoins en fibre, en sécurité informatique, en centre de données, et donc à solliciter de nombreuses PME technologiques locales. Là encore, la réaction en chaîne dépasse largement la simple construction d'un bâtiment. Elle crée un écosystème. Ces cas montrent que la loi ne redistribue pas seulement les obligations, elle redistribue la présence. Et une présence modifie tout: flux financier, compétences, coordination administrative et surtout rythme de développement. L'événement déclencheur arrive sans bruit. Une loi, quelques lignes, un seuil clair, 5 milliards de francs CFA, et une exigence ferme. Pour beaucoup, cela semblait n'être qu'un ajustement administratif. Mais c'est précisément là que commence le basculement pensé par Ibrahim Traoré, un point de départ discret qui entraîne rapidement un changement de rythme dans toute la chaîne économique. Dès la publication officielle, les entreprises concernées reçoivent un compte à rebours, 6 mois pour présenter leur plan de construction. La réaction est immédiate. Les directions juridiques demandent des analyses accélérées. Les départements financiers calculent les coûts, les marges, les crédits nécessaires. Les équipes opérationnelles repèrent les terrains disponibles. Les chefs de projet établissent par des chronogrammes serrés. En parallèle, les communes et autorités d'urbanisme voient affluer des dossiers qu'elles n'avaient jamais traités à un rythme aussi dense. Le premier effet est mécanique. Tout le monde doit bouger plus vite. Le statu quo n'est plus une option. À mesure que les entreprises avancent, une deuxième impulsion apparaît: le déplacement des centres de décision. Quand un siège doit naître dans le pays, les services doivent suivre. Les responsables informatiques débarquent pour évaluer les infrastructures, mais les équipes de conformité vérifient les obligations locales. Les ingénieurs examinent les routes, la disponibilité de l'électricité, la qualité du réseau urbain. Les directions de ressources humaines identifient les profils locaux à recruter. Ce transfert progressif de fonctions entraîne un effet visible. Le pays cesse d'être un simple site d'extraction ou de distribution. Il devient le lieu où l'on décide. C'est dans cette phase que les dynamiques se croisent. Les architectes locaux reçoivent soudain des demandes de conception complète. Les entreprises de construction multiplient les devis. Les fournisseurs de ciment, d'acier, de câbles et de verre anticipent une hausse des commandes. Les universités, sollicitées par des firmes en quête de jeunes ingénieurs, adaptent temporairement leurs programmes pour répondre au flux. Les quartiers visés pour accueillir les sièges voient arriver les premiers relevés topographiques. Une nouvelle cartographie économique prend forme. Une fois les chantiers lancés, l'impact ne reste pas cantonné aux entreprises directement concernées. Il s'étend. Dans les communes, les autorités doivent revoir leurs plans de circulation, repenser l'éclairage, renforcer les réseaux d'eau et de fibres. Les PME voisines voient leurs ventes augmenter. Restauration, transport, location d'engins, services de surveillance, fournitures industrielles, maintenance informatique. Les banques d'actualisation en BSA constatent le temps au jus. Une hausse des demandes de crédit liée à la construction et à l'expansion. Les cabinets d'avocats reçoivent des dossiers de conformité. Les écoles professionnelles enregistrent davantage d'inscriptions dans les filières techniques. C'est aussi dans cette phase que l'effet psychologique devient tangible. Les travailleurs sentent que les opportunités ne partent plus à l'étranger. Les décisions se rapprochent de leur quotidien. Les communautés comprennent que les entreprises implantées physiquement doivent répondre à leurs demandes, pas à celles de bureaux éloignés. Cette proximité change la dynamique. La redevabilité devient immédiate. En parallèle, un autre phénomène apparaît. Les investisseurs étrangers commencent à réévaluer leur stratégie régionale. Certains hésitent, d'autres observent. Quelques-uns anticipent la tendance. Et les États voisins, voyant l'ampleur du mouvement, commencent à débattre de mesures similaires. L'onde dépasse les frontières. Au final, la ligne du temps devient nette. Avant, l'économie fonctionnait en flux sortant. Extraction locale, décisions étrangères, profits délocalisés. Après, la trajectoire s'inverse. Présence physique, responsabilité partagée, valeurs ancrées, chaîne décisionnelle rapatriée. Et tout cela est déclenché par une seule règle qui a transformé une inertie structurelle en mouvement collectif.
Pour comprendre l'ampleur réelle du changement porté par Ibrahim Traoré, il faut le regarder comme une équation chiffrée plutôt que comme un simple discours politique. Avant la loi, le Burkina Faso se trouvait dans une situation classique pour nombre de pays africains. L'activité économique était bien réelle sur le terrain, mais l'essentiel des décisions et des bénéfices se déplaçait vers des sièges lointains, invisibles aux citoyens, difficilement contrôlables par l'administration. Les centres de pouvoir vivaient ailleurs que là où la richesse était produite. La nouvelle règle fixe d'abord un seuil clair. Toute entreprise qui réalise 5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel doit établir un véritable siège dans le pays. Baseline, les sociétés pouvaient se contenter de simples bureaux opérationnels. Delta, elles doivent désormais déplacer une partie substantielle de leurs fonctions stratégiques. Cette exigence transforme une présence discrète en engagement durable, visible localement. La proximité physique rend la circulation de l'argent, des décisions et des responsabilités plus lisibles. Deuxième repère, le temps. Une fois la loi pleinement adoptée, chaque entreprise concernée dispose d'un délai de 6 mois pour présenter des plans de construction crédibles. Baseline, les promesses d'investissement pouvaient rester indéfiniment sur le papier, repoussées par des prétextes administratifs ou financiers. Delta, un calendrier serré oblige à convertir rapidement les intentions en chantier, contrats et embauches. Ce délai resserré dévoile rapidement les acteurs réellement sérieux et présents. Le rythme imposé limite les reports sans fin et favorise des avancées observables. Troisième repère, la part directe de l'État dans les projets majeurs, notamment miniers. Avec la révision du code, la participation publique peut monter jusqu'à 45% du capital d'un grand projet. Baseline, l'État restait souvent un simple percepteur de taxes, dépendant d'informations fournies par les compagnies. Delta, il devient copropriétaire significatif, présent dans les conseils associés aux risques comme aux gains. Cette présence dans le capital renforce l'exigence de rapports fiables. Elle donne du poids aux négociations sur les retombées locales et la protection. Pris ensemble, ces 3 points dessinent une bascule mesurable. Seuil de chiffre d'affaires, délai de 6 mois, seuil de 45%. Chacun agit comme un levier précis, mais c'est leur combinaison qui change la structure. Elle déplace le centre de gravité des bénéfices, ramène les données au pays, rapproche les sièges des communautés affectées et offre aux autorités des instruments concrets pour suivre, contrôler et corriger. Dans ce cadre, les chiffres cessent d'être abstraits, ils deviennent des garde-fous politiques. Derrière eux, le message est limpide. La valeur créée au Burkina Faso doit désormais être suivie, discutée et partagée au Burkina Faso même, et non plus comptabilisée à distance derrière des vitres teintées étrangères. À moyen terme, si cette architecture est appliquée avec constance, les mêmes chiffres pourraient servir d'indicateurs de maturité plutôt que de simples contraintes. Ils montreraient combien d'entreprises ont réellement ancré leur siège, combien de projets miniers intègrent une gouvernance partagée et combien de décisions stratégiques se prennent enfin à proximité des travailleurs et des territoires concernés. Alors, la loi ne serait plus perçue comme un obstacle, mais comme un instrument de mesure d'une souveraineté économique qui s'assume peu à peu. Deux lectures opposées émergent lorsqu'on analyse l'obligation faite aux entreprises de construire leur siège au Burkina Faso. La première, défendue par plusieurs investisseurs prudents, avance que cette règle pourrait rigidifier l'environnement économique. Selon eux, l'exigence d'un siège complet représente un coût initial important, surtout pour les sociétés situées dans la tranche 5 à 10 milliards. Elles craignent que la nécessité d'acheter un terrain, de bâtir une structure conforme aux normes et d'installer des équipes administratives détourne des capitaux qui auraient pu être investis dans l'expansion de leurs activités. D'après ce point de vue, la loi risque de décourager certains acteurs déjà sensibles aux risques sécuritaires et aux contraintes logistiques de la région sahélienne. Le raisonnement est simple. Plus une entreprise doit immobiliser ses ressources dans des actifs fixes, plus elle hésite à s'engager durablement dans un contexte incertain. La seconde lecture, souvent relayée par des analystes africains et par les communautés locales, s'appuie pourtant sur la mécanique inverse. Pour eux, la création d'un siège ne freine pas l'investissement, elle le transforme. Elle remplace des flux volatiles par des structures durables. Là où un bureau de représentation pouvait être fermé du jour au lendemain, un siège ancré dans la capitale crée une obligation morale et opérationnelle de continuité.
Les acteurs locaux rappellent que la loi est calibrée par paliers. Les entreprises les plus grandes portent les responsabilités les plus lourdes, tandis que les sociétés plus modestes bénéficient d'exigences assouplies. De plus, les ministères de l'urbanisme et des finances ont prévu des incitations fiscales sur les matériaux locaux et un traitement accéléré des permis. Ces éléments atténuent certes une partie du risque évoqué dans la première lecture. La confrontation de ces deux arguments montre que la question ne porte pas seulement sur le coût immédiat, mais sur la nature de la présence économique recherchée. Lorsque les entreprises opèrent depuis des sièges étrangers, la distance crée des zones d'ombre. Décisions délocalisées, fiscalité moins maîtrisable, obligations sociales réduites à des déclarations annuelles. Lorsque les sièges s'établissent sur le sol national, les obligations deviennent visibles et vérifiables. Les communautés peuvent interpeller directement les directions et les administrations disposent d'une information concrète pour encadrer les activités. En somme, le Stillman révèle que la loi n'est pas un frein direct, elle est un test de cohérence. Elle distingue les acteurs de passage de ceux prêts à s'engager dans le long terme, et c'est cette distinction qui redessine progressivement le paysage économique. Tout bascule à mi-parcours. Ce point d'inflexion apparaît lorsque les premiers sièges en préparation quittent la phase théorique pour entrer dans la matérialité. Terrain balisé, avant-projet validé, équipe d'ingénierie déployée et administration locale engagée dans un rythme inédit. C'est précisément ici que la stratégie voulue par Ibrahim Traoré révèle sa mécanique profonde. Rapprocher physiquement le pouvoir économique des réalités sociales. L'effet le plus surprenant se produit dans les interactions quotidiennes. Les responsables financiers, juridiques et techniques, autrefois installés à des milliers de kilomètres, doivent désormais tenir leurs réunions au cœur même des villes où leurs activités produisent de la valeur. Cette simple proximité modifie le ton, accélère les décisions et expose les entreprises à un environnement qu'elles ne pouvaient autrefois qu'observer à distance. Et un second changement émerge. Les communes découvrent qu'elles peuvent planifier différemment. Les projets de siège ne sont plus des structures isolées, mais des noyaux autour desquels se réorganisent transport, énergie, réseau et services. Ce pivot transforme la loi en instrument d'urbanisme involontaire, capable d'orienter la croissance des villes vers des zones jusque-là sous-exploitées. En réalité, le midpoint n'est pas seulement une étape. C'est le moment où la stratégie devient visible. Les conséquences concrètes de la loi apparaissent différemment selon les groupes concernés. Elles ne se superposent pas, elles se complètent. Cette diversité d'effets révèle le véritable objectif implicite de la réforme portée par Ibrahim Traoré. Créer un paysage économique où chaque acteur voit sa marge d'action évoluer au contact direct des décisions stratégiques désormais prises sur le sol national. Pour les ménages urbains et périurbains, l'impact le plus immédiat vient de l'activité générée par les chantiers, emplois temporaires dans la construction, demandes accrues en restauration, transport, petite logistique. À mesure que les sièges se matérialisent, les quartiers gagnent en éclairage, en circulation, parfois même en services de proximité ouverts pour répondre aux nouveaux flux. Les habitants remarquent que les décisions des entreprises deviennent soudain visibles. Réunions publiques, annonces de recrutement, consultations locales. Cette exposition directe réduit la distance symbolique entre les grandes sociétés et la vie quotidienne des familles. Pour beaucoup, le changement le plus profond est psychologique. La valeur reste dans le pays, et cela se voit. Les PME ressentent une onde expansive. Un siège n'est pas seulement un bâtiment, c'est un écosystème de besoins. Les entreprises de sécurité, de nettoyage, de maintenance IT, de fournitures industrielles, de transport de personnel, de location d'engins et d'impression voient leur carnet de commandes s'épaissir. Les cabinets juridiques et les comptables reçoivent de nouveaux mandats. Les startups technologiques sont sollicitées pour des outils de gestion ou de communication interne. Pour la première fois depuis longtemps, la croissance de certaines PME dépend non plus de marchés éphémères, mais de contrats stables, liés à la présence durable d'acteurs majeurs. Cette stabilité est un changement structurel. Les administrations doivent absorber une charge nouvelle. Délivrance accélérée des permis, contrôle des normes, supervision des chantiers, coordination avec les ministères sectoriels. Cela demande des formations, des procédures plus claires et parfois des réorganisations internes. Mais cet afflux d'activités renforce aussi la capacité institutionnelle. Les équipes se professionnalisent, les outils numériques deviennent
indispensable et la collecte d'informations s'améliore. Lorsque les services financiers, juridiques et techniques des entreprises s'installent dans le pays, l'État accède à des données qu'il ne maîtrisait pas auparavant. Cette proximité crée un cercle vertueux. Mieux informé, l'État régule mieux. Mieux régulé, le secteur devient plus attractif pour les acteurs sérieux. L'effet régional se diffuse lentement mais sûrement. Les pays voisins observent une dynamique qui pourrait inspirer des politiques similaires. Si le Burkina Faso parvient à attirer, ancrer et transformer les sièges d'entreprises majeures, d'autres États pourraient adopter des modèles proches pour éviter de devenir les seuls territoires où les bénéfices s'évaporent vers des capitales étrangères. Cette perspective crée une nouvelle compétition continentale fondée non plus sur des exonérations, mais sur la présence réelle. C'est un signal inédit en Afrique de l'Ouest. La souveraineté économique devient un critère d'attractivité. En somme, les effets de la loi se propagent par strates, mais convergeant vers une même réalité. La valeur cesse de circuler à sens unique. Dans les 6 à 12 prochains mois, le scénario le plus plausible voit les entreprises concernées déposer leurs plans dans le délai prévu, mais avancer de manière inégale selon leur taille. Les grandes firmes, notamment minières, télécoms ou financières, seront les premières à enclencher des chantiers, soutenus par leurs ressources et leurs équipes internes. Les PME plus proches du seuil minimal progresseront plus lentement, cherchant à sécuriser financement, terrain et prestataires. Pendant cette phase, les communes renforceront leurs processus, les ministères ajusteront leurs grilles techniques et les premiers chantiers visibles serviront de référence. L'impact urbain apparaîtra sous forme de zones d'activité, en préaménagement et de flux administratifs accrus. Rien d'explosif, mais une montée régulière. Dans la version optimiste, le délai de 6 mois agit comme un accélérateur national. Les entreprises déposent rapidement leurs plans, les permis sont délivrés plus vite que prévu, les premiers chantiers démarrent en parallèle et les filières locales, ciment, acier, ingénierie, informatique, montent en puissance. Les municipalités adaptent leurs voiries et réseaux, encouragés par la perspective d'un nouveau tissu économique. Cet élan pourrait renforcer la confiance des investisseurs régionaux, attirer de nouveaux acteurs africains et créer une dynamique de modernisation urbaine dans plusieurs villes simultanément. Les populations ressentiraient, plutôt que prévu, les retombées. Emploi, services, circulation améliorée, émergence de nouveaux pôles d'activité. Dans la version défavorable, la synchronisation entre administration, entreprises et filières techniques accuse du retard. Les dossiers s'accumulent, les entreprises demandent des dérogations, certains chantiers manquent de matériaux ou de capacités d'ingénierie, tandis que les communes peinent à absorber la charge. Les retards créent une perception négative et ralentissent l'effet d'entraînement. Toutefois, même dans ce scénario, le mouvement ne s'arrête pas. La loi oblige les entreprises à se conformer, même si le rythme devient plus lent et plus coûteux. Le processus progresse malgré tout, mais avec moins de fluidité. Dans tous les cas, la clé consiste à observer non pas la vitesse d'exécution, mais la qualité d'ancrage. La vraie question n'est pas combien de sièges seront construits, mais combien seront réellement fonctionnels et intégrés à leur environnement. Pour beaucoup d'observateurs, cette loi peut sembler lointaine, presque technocratique. Pourtant, lorsqu'on la relie aux réalités quotidiennes, ses effets deviennent immédiatement perceptibles. Les familles urbaines voient d'abord les micro-changements, davantage de chantiers actifs, plus de circulation économique dans certains quartiers, et de nouveaux services qui s'installent au fur et à mesure que les entreprises préparent leur siège. Pour elles, la question n'est pas juridique, elle est pratique. Est-ce que cela crée des opportunités près de chez moi ? Dans la majorité des cas, la réponse tend déjà vers le oui. Pour les jeunes actifs, l'impact est différent. Cette réforme représente l'arrivée de métiers qui auparavant existaient loin dans des bureaux étrangers. Conformité, audit, finance, gestion de projets, ingénierie, urbanisme numérique. Le simple fait que ces métiers se rapprochent ouvre une fenêtre d'apprentissage qui n'existait pas. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est une nouvelle trajectoire possible. Beaucoup le ressentent. On apprend mieux lorsqu'on peut observer, rencontrer, assister et candidater directement. Pour les petites entreprises locales, cette loi fonctionne comme un multiplicateur silencieux. Chaque chantier de siège devient une source durable de contrats potentiels. Là où les opportunités étaient irrégulières, elles deviennent plus prévisibles.
Et une opportunité prévisible pour une PME, c'est un budget qu'on peut planifier, une embauche qu'on peut tenter, une formation qu'on peut financer. Face à cette dynamique, deux suggestions émergent pour ceux qui cherchent à en tirer parti. D'abord, suivre attentivement les annonces publiques de permis de construire. Elles indiquent où les activités se concentrent. Ensuite, renforcer ses compétences, même modestement, dans les domaines liés à la conformité, à la logistique ou au numérique, car ces secteurs accompagneront nécessairement la montée en puissance des sièges. Au fond, ce changement touche chacun différemment, mais il touche tout le monde. Pour que la réforme atteigne son plein potentiel, plusieurs étapes claires peuvent être structurées autour des responsabilités respectives de l'État, des entreprises et des collectivités, suivant l'orientation posée par Ibrahim Traoré. L'objectif n'est pas d'ajouter de nouvelles obligations, mais d'ordonner ce qui existe déjà afin d'en maximiser l'efficacité. Les administrations doivent consolider des guides uniques pour les permis, validés conjointement par l'urbanisme et les finances. Cette simplification permet d'éviter les interprétations divergentes et stabilise les attentes des entreprises. Les collectivités doivent identifier les secteurs disposant déjà d'un minimum d'infrastructures pour accueillir les sièges. Cette anticipation limite les retards et concentre les investissements dans des zones cohérentes. Les grandes sociétés doivent formaliser leurs besoins en matériaux, sécurité, services IT et maintenance, puis publier des appels d'offres adaptés aux capacités locales. Cela ancre les retombées dans l'économie intérieure. Ces cellules permettent de détecter rapidement les blocages logistiques ou administratifs. Le suivi rapproché empêche les retards de dériver en inertie structurelle. L'installation progressive des services juridiques, financiers et de conformité garantit que la présence n'est pas symbolique, mais fonctionnelle. En avançant par étapes mesurables, la réforme gagne en lisibilité et en efficacité. Lorsque les premiers sièges commenceront réellement à émerger, beaucoup repenseront aux scènes discrètes décrites plus tôt. Ces architectes locaux penchés sur leurs plans, ces ingénieurs sillonnant les terrains, ces équipes communales ajustant leurs procédures. Ces gestes modestes, presque invisibles au départ, deviendront les symboles du tournant engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Car ce sont précisément ces gestes, ceux du faire plutôt que du déclarer, qui ont posé la fondation émotionnelle de la réforme. On verra peut-être un bâtiment achevé, mais derrière lui, il y aura les visages de ceux qui auront appris, corrigé, construit, coordonné. Et ce sera là le rappel silencieux, mais puissant de ce que produit une politique lorsqu'elle rapproche enfin les lieux de décision des lieux de vie. Dans ces nouvelles structures, les Burkinabés reconnaîtront quelque chose de familier, la preuve que l'effort collectif n'a pas été englouti ailleurs, qu'il a pris forme chez eux, devant eux, avec eux. C'est ce sentiment, celui d'une souveraineté vécue, pas seulement proclamée, qui ancrera la réforme dans la mémoire du pays. Ce moment charnière que traverse le Burkina Faso ne tient pas seulement à une loi, mais à une idée, celle d'un pays qui décide de construire chez lui ce qui longtemps s'est décidé ailleurs. Bon, les sièges ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des lieux où se jouent des choix qui touchent les familles, les entreprises, les étudiants et l'avenir urbain des villes. Leur arrivée progressive devient un signal social, celui d'un territoire qui refuse désormais d'être une simple étape et revendique sa place comme centre d'impulsion. Si vous souhaitez suivre d'autres analyses sur les transformations économiques et culturelles du continent, n'hésitez pas à partager la vidéo, à soutenir le contenu ou à vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour.